La musique, c'est bon pour la santé. Alors pourquoi pas faire un tour au Festival de musique classique et contemporaine qui aura lieu à Auriol du 6 au 9 juillet avec des grands pianistes de renommée internationale. Et pour en parler, nous accueillons Philippe Tachdian, président de l'association Auriol en Sol et organisateur de l'événement. Bonjour à vous. Bonjour. Allier musique classique et contemporaine, quelle belle idée. C'est sans doute la meilleure des façons d'attirer à la musique classique des publics divers. Tout à fait, effectivement, la musique classique est fédératrice par elle-même, c'est l'excellence, c'est le travail au service de la musique et apporter une touche plus actuelle qui saura évoluer dans notre festival au fil du temps, c'est l'avenir, nous permettra de rapatrier une population peut-être plus originale mais certainement plus jeune. Un concept qui a séduit puisque en 2 soirées seulement, la première édition de ce festival avait réuni l'an dernier plus de 500 personnes. Oui, c'est vrai. Alors on a été plutôt surpris nous aussi parce qu'en fait ce festival est très récent. On n'a pas usé tous les réseaux de médias que l'on aurait pu faire l'an passé par inexpérience parce qu'on est tous des amateurs. On est des gens comme le tout un chacun, des gens communs. Hein. On n'a pas d'expérience sur les médias ni sur les stratégies de communication. Mais la chance que nous avons eue, elle a été double. C'est que d'une part, il n'y avait pas l'équivalent sur notre commune et dans les environs proches. Et puis d'autre part, l'amorosité ambiante liée aux événements de santé et autres font que même des gens qui n'auraient pas forcément adhéré à ce projet le font parce que ça leur apporte du bonheur. Et le lieu du concert, le Château Saint-Pierre, qui date, je crois, du 19e siècle, ouais, se prête bien à la musique. Oui, il se prête bien à la musique. On a la chance d'avoir une mairie qui nous soutient, avec Madame le maire Véronique Micheli, qui est une de nos plus grandes alliées, ferventes. Et donc, on espère avoir un accompagnement à la hauteur de ce qu'on souhaiterait par la suite. Alors moi, j'aimerais aussi arriver à agréger d'autres communes autour de notre projet, avoir une certaine polarisation au niveau cantonal parce que ça sera plus facile d'aller vers les administrés de chaque commune que de les faire venir en premier lieu. Hein, voilà. Il faut beaucoup de moyens de toutes parts pour mettre en place un tel festival. Comment ce beau projet a-t-il vu le jour ? Alors, étrangement, je dirais que c'est de l'argent dont on a presque le moins besoin. Alors, c'est très relatif, hein, ce que je dis. C'est surtout les valeurs humaines qui sont importantes, c'est-à-dire le lien, hein, ce qui a fait qu'on a adhéré tous à ce projet. On est tous des gens, comme je vous disais, communs, et on a envie de faire, comme on dit généralement, vivre une belle aventure. Mais là, on la vit vraiment, et du coup, c'est assez facile parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Alors, le phénomène financier est important, mais c'est surtout la qualité de notre organisation, le phénomène méthodique, le caractère bienveillant, que ce soit pour les personnes âgées, les enfants, parce qu'on a un volet aussi jeunes talents, et du coup, on plaît à toutes les générations et à la municipalité qui nous soutient aussi. Et je dois dire que dans le cadre, par exemple, du volet jeunes talents, on a une aide exceptionnelle pour la seconde année grâce au Crédit Agricole, du fonds de pension du Crédit Agricole. Alors, avec la mairie et la fondation du Crédit Agricole, ça serait probablement infaisable de faire ce que l'on fait cette année. Et je les remercie énormément. Et vous parlez des jeunes talents, vous précisez aussi dans vos communiqués qu'une place importante se sera accordée à la transmission avec de jeunes artistes de tout âge. Alors en fait, on a le postulat du départ, c'était de faire un festival principalement de piano avec comme source d'inspiration la Roque d'Anteron. Hein. Je crois qu'on peut tout dire de la Roque d'Anteron. Peut-être les cigales nous ennuient parfois en milieu de soirée, mais ça fait partie de la région. Mais enfin, je crois qu'on sera tous d'accord du caractère exceptionnel de la réussite en 1981 de Monsieur Honoratini, maire de la Roque, qui a insufflé le projet, de René Martin, le directeur artistique, 2 personnes exceptionnelles. Moi, je suis séduit par leur projet, par leur réalisation. C'est plus un projet, et du coup, ça nous donne des indications pour réaliser quelque chose d'un très bon niveau. Alors ils ont un volet avec des musiciens exceptionnels, et aussi depuis l'origine ils font ce qu'on appelle les ensembles en résidence, et c'est aider des jeunes, les doter, les loger, leur donner des cours de masterclass, et c'est vrai que c'est une source d'inspiration pour nous.
Et on parlait des plus jeunes, alors développer l'oreille musicale se travaille dès le plus jeune âge et c'est pour cette raison que dans le cadre de ce festival, vous proposez également un spectacle destiné aux enfants. Oui, c'est ça. Alors tous les musiciens nous martèlent qu'il n'y a pas assez de jeunes qui viennent voir les récitals et pas que de piano. Alors on a eu l'idée d'organiser un conte musical offert pour les enfants de 4 à 12 ans et pour les accompagnants, les parents et les grands-parents. Ben là, au moment où je vous parle, on est à 15 jours du festival. On a à peu près 200 personnes qui ont réservé. On leur offrira la collation. Et l'idée, c'est autour de la musique de qualité, faire venir un quintet, en partie le quintet avec des musiciens de Quintessence, un petit groupe, et puis certaines personnes de OPP, l'orchestre de Philharmonique de Marseille, et associé au narrateur Gérard Yebdri, qui a une association de théâtre à Auriol et qui nous soutient très bien. Alors du coup, la thématique sera le carnaval des animaux de Saint-Saëns, où les masques ont été faits par des professeurs d'art plastique du collège Hubelka et du centre culturel d'Auriol l'Éclat. Et ça a été des masques faits par des enfants pour des enfants. Voilà, donc c'est extraordinaire. Ensuite, on met en avant des jeunes des écoles de musique des villages environnants, de Gémenos, d'Aubagne, de Roquevert, d'Auriol, avec bien sûr après par la suite des têtes d'affiche, des pianistes, des musiciens exceptionnels. Et alors, pour ce qui est du programme des adultes, la programmation s'est étoffée avec 4 soirées programmées cette année. Quels artistes pourra-t-on apprécier en cette deuxième édition ? Alors, on va avoir le jeudi soir 6 juillet, Vittorio Forte, que j'avais découvert à la Roque d'Anteron d'ailleurs, qui est un pianiste magnifique, qui a un toucher extraordinaire. Il est tout en longueur, il est vraiment extraordinaire. Et il met en avant, par exemple, un compositeur russe de l'époque de Rachmaninov, Medner, qui n'a pas été très très connu de son époque pour moult raisons, et il le met en avant. Il en a fait un disque d'ailleurs qui est magnifique. Nous avons le lendemain notre parrain de l'an passé, Bernard Dascoli, qui a une prépa, une structure très qualitative à Aubagne qui s'appelle Piano Cantabile. Nous avons le samedi, le 3e soir, Vittorio Forte, qui a joué chez nous l'an passé, qui a eu un succès très étonnant par sa légèreté, sa fantaisie. Ça a été très 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 drôle, très sympathique. Il a un nom prédestiné. Oui, tout à fait. Et le lendemain, nous avons notre ami, un immense pianiste, Michel Bourdoncle, qui est très très proche de nous, tout comme Bernard Dascoli. On a beaucoup de chance d'avoir ces 2 personnes autour de nous au Festival d'Auriol en Sol, parce qu'ils nous aident aussi à la programmation et nous permettent de gommer un petit peu nos erreurs de néophytes. Voilà. Il y aura même du chant avec Sandrine Dacosta. Oui, c'est ça. Alors le dimanche matin, nous avons eu l'idée d'offrir aux adhérentes et aux adhérents un concert gratuit joué au piano par Olivier Rebaud de OPP. Pardon, excusez-moi, je me trompe, de Piccolo Musique à Aubagne, et Madame Dacosta va l'accompagner au piano. Ça va être magnifique, parce que ça va donner une petite connotation jazz, c'est ce qu'on aimerait faire par la suite aussi, dans une certaine mesure. Voilà, oui, ça va être très très agréable. Et au cours de la soirée consacrée au pianiste Vladik Polionov, il ne sera pas question seulement de son, mais aussi de couleurs. Expliquez-nous tout. Oui, alors l'originalité, je vous disais, de Vladik, il est très festif, moi j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il apporte des tonalités. L'année dernière, il nous avait fait les tableaux musicaux de Moussorgsky. C'était très très original, ça a énormément plu. Et du coup, en anticipant sur la musique, au travers des explications, même les néophytes voyaient venir les moments au travers de ce qu'il avait dit quelques minutes auparavant. Et là, il nous fait donc un récital qui s'appelle Rhapsodie Arc-en-Ciel, qui est exceptionnel, puisqu'en fait, il suffit il attribue des morceaux de musique dans lesquels il y a des couleurs, et puis ça fait quelque chose de très festif, très 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 agréable, très inattendu, auquel il va associer 2 jeunes du conservatoire Darius Milhaud, et il y aura une très très belle soirée avec un piano 4 mains, ça va être super.
Et puisqu'on parle de couleurs, ça me permet aussi de dire qu'il y aura aussi dans ce festival l'occasion de promouvoir d'autres artistes, peintres, sculpteurs, céramistes. Oui, c'est ça. Alors on a, comme je vous disais, la source d'inspiration, bien sûr, c'est l'excellence de la Roque d'Enterron, mais aussi on garde bien sûr notre ADN, à savoir que bon, on a envie de mettre en avant pour plein de raisons, parce que c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qui sont à côté de chez nous, donc on a envie de mettre en avant des artistes de tout ordre et d'or, donc des peintres, des céramistes, des photographes, voilà. Donc ça va être de l'art au sens large. C'est l'art dans sa pluralité. Eh bien, merci beaucoup Philippe Tachdian pour cette mise en bouche. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du festival auriolensol.fr. Il existe aussi une chaîne YouTube au même nom. Et si vous voulez gagner des places, il vous suffit de rester jusqu'à la sortie de la rédaction. Merci Philippe. Merci. Monsieur Lussuer, bonjour. Bonjour. Depuis une dizaine d'années, l'ARB fait référence en matière d'accompagnement des collectivités et jusqu'à présent, son expertise s'est avérée concluante. Oui, c'est un réseau qu'on a un petit peu réactivé sous l'angle de la commande publique, puisqu'il s'occupait de commande publique jusqu'en 2019 et avait arrêté. Et nous avons noué un partenariat récemment pour que l'ARB mette en œuvre le guichet vert qui se déploie à l'échelle nationale via des réseaux régionaux. Et pour la région Sud, c'est l'ARB qui est notre partenaire. Alors, comme ailleurs en France, les collectivités de la région Sud peuvent bénéficier de conseils gratuits leur permettant d'intégrer des clauses environnementales dans leurs achats publics. Vous l'avez mentionné, c'est le principe du guichet vert. Comment fonctionne ce service et quelles en sont les conditions d'accès ? Rien de plus simple. Tout acheteur qui veut se lancer dans la commande publique plus responsable, et notamment développer des considérations environnementales, peut appeler l'ARB. Il y a une chargée de mission dédiée qui peut répondre aux questions, accompagner les premiers pas vers cette commande plus responsable et fournir des outils, des références, des appuis, des expériences préalables et venir en aide. C'est un conseil humain parce qu'il y a des outils numériques, mais le numérique c'est un peu sec. L'humain, ça rassure et ça accompagne. Une bonne opportunité à saisir pour les collectivités. Le plan national pour des achats durables prévoit que 100% des contrats de commande publique doivent comprendre au moins une considération environnementale. Quel type d'achat ou investissement peuvent intégrer ces nouvelles normes ? Eh bien, c'est simple, absolument tous les achats, voilà, y compris d'ailleurs les contrats de concession. Alors, il y a des domaines dans lesquels c'est plus simple parce que l'offre est déjà en place. Par exemple, dans la construction, on a l'habitude d'avoir des considérations environnementales, même si elles ne sont pas systématiques. Il y a des segments, des secteurs d'achat où c'est un petit peu plus neuf, mais à horizon de 2026, c'est bien l'ensemble de l'achat public qui sera concerné, donc autant commencer dès maintenant, s'entraîner. Et puis c'est aussi une manière de faire changer nos entreprises et de les orienter vers des offres toujours plus vertes. Donc c'est un élément d'une transformation globale de notre société. Et cette considération environnementale se double aussi de paramètres sociaux. Oui, en effet, c'est l'achat durable. Donc le développement durable, c'est à la fois un pilier environnemental, un pilier social et un pilier économique. Et à travers la commande durable, on privilégie le développement de considérations environnementales, mais aussi l'accroissement des considérations sociales et notamment des contrats aidés, des emplois réservés et de tous les dispositifs qui permettent la réinsertion par l'emploi. Une stratégie nationale ambitieuse qui doit s'effectuer sous le patronage d'une gouvernance de haut niveau. Ah oui, c'est un élément important de réussite de cette feuille de route qu'est le PNAD, le Plan national pour des achats durables. Une gouvernance de haut niveau qui se situe entre les différents ministères qui sont en charge de ce sujet à Paris, mais également les acheteurs privés, parce qu'il y a des liens entre les acheteurs publics et les acheteurs privés, et puis les territoires. Voilà. Donc cette gouvernance, elle associe l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse se parler, voir ce qui fonctionne, voir ce qui doit être amélioré et être mobilisés ensemble pour réussir cette transformation vers un achat plus durable. Et dès septembre 2023, cet accompagnement sera renforcé par un réseau régional de professionnels. Comment vont-ils intervenir ? Eh bien, ce réseau régional, ce sont ces responsables du guichet vert. Il y en a 11 qui sont prêts, qui ont commencé à travailler, qui couvrent quasiment toute la France, y compris une partie des territoires d'outre-mer. Nous avons l'ambition de couvrir l'ensemble du territoire d'ici la fin de l'année 2024. Et ce réseau répond aux questions, appuie les acheteurs, mais se parle et capitalise les belles expériences pour progresser ensemble.
De quoi booster un peu plus la commande publique. Si les collectivités sont désireuses d'adopter de nouvelles normes environnementales, elles font aussi valoir les contraintes pesant sur l'adoption de ces normes. Vous insistez sur la dimension économique de ce guichet vert. Sera-t-elle suffisamment incitative ? Je le crois parce que c'est une transformation qui s'accélère. On voit bien que les entreprises développent des offres et par conséquent, il est aussi logique que les collectivités puissent, avec confiance, se tourner vers ces nouvelles offres, mais en même temps, elles les suscitent en ayant des ambitions claires, notamment les plus grandes d'entre elles qui doivent élaborer un SPASER, un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Et donc, dans le cadre de ces SPASER et de ces stratégies, on a un signal très clair de transformation de notre économie pour que le tissu économique se dise aussi « Tiens, j'ai un débouché vers la commande publique ». Voilà. Les deux se répondent et doivent fonctionner en bonne synergie. Eh bien, merci beaucoup Thomas de Sueur de nous informer sur ce nouveau service. Merci infiniment.